Voilà, donc dernière partie de cette visite du mikvé du quartier juif médiéval. On va aller d'ici quelques secondes dans les différentes composantes, dans les différentes ruelles de ce quartier juif du Moyen-Âge, dans le fief seigneurial d'Yem. Mais avant cela, peut-être quelques mots sur la période contemporaine. Je disais tout à l'heure qu'il y a une absence de juifs à Montpellier et dans le royaume de France du XIVe siècle, le siècle de l'expulsion des juifs de France, du royaume, jusqu'à la Révolution française. La France est le premier pays à émanciper tout le monde, le deuxième après les États-Unis d'Amérique, et le premier sur le vieux continent. Les Juifs vont devenir des citoyens à part entière. Et donc, dans le courant du 19e, nous aurons l'arrivée de représentants de la loi mosaïque venus du Comtat-Venessin voisin, qui est rattaché au royaume de France, qui a été rattaché au royaume de France, et les Juifs sont émancipés. Et le 19e est un siècle d'intégration des Juifs dans l'espace français. Peut-être ressortir deux célèbres patronymes, Eugène Lisbonne et Israël Bédari, tous les deux avocats, qui s'intégreront harmonieusement, réussiront dans le domaine du droit. L'un des deux fera même montre de certains talents politiques, puisqu'il sera sénateur. Donc effectivement, nous avons au XIXe siècle une intégration des Juifs dans la société française. Ça, c'est les acquis de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme et citoyens. Mais comme toujours en histoire, quand il y a une avancée, il y a des fois un retour en arrière. Il y a l'affaire Dreyfus qui va intervenir. Là, effectivement, nous assisterons à un antisémitisme important. Theodor Herzl, qui est un journaliste viennois, correspondant de la Neue Freie Presse, vient couvrir l'événement en France, et il entend dans les rues de Paris, non pas mort à Dreyfus, mais mort au Dreyfus. Il prendra conscience effectivement de cet anti-judaïsme européen violent, et il aura un choc. Comment dans la France, patrie des droits de l'homme, on entend mort aux Juifs. Il écrira en une nuit derrière Bundestag, l'État des Juifs, solution moderne pour la question juive, où il envisagera finalement la création d'un État juif contemporain pour résoudre ce problème juif en Europe, car malgré tous leurs efforts, malgré l'émancipation, malgré tout, il y a toujours effectivement cette aversion envers le peuple. C'est un tournant dans l'histoire de France, cette affaire Dreyfus. Des retours en arrière, oui, cette intégration. Comment aussi ne pas parler de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah? Les Juifs ont pourtant versé leur sang pour la patrie en 14-18, mais évidemment, ils vont avoir à subir les foudres du régime nazi, je ne vous l'apprends pas, et en France, notamment, de la politique antisémite de l'État français de Vichy, qui fait montre d'une judéophobie certaine, avec évidemment les différentes lois, ordonnances, décrets, plus de 400 textes législatifs qui mettent le juif au banc de la société. On n'a pas le temps de développer, mais retenons que malgré cet arsenal législatif lourd, malgré la politique de spoliation à l'endroit des juifs, malgré les tracts, les arrestations, les déportations, ça s'est un peu mieux passé qu'ailleurs à Montpellier. C'est ce que j'avais tenté de démontrer dans ma thèse de doctorat. Quelques exemples, l'échec partiel de l'arabe des Juifs de l'Hérault du 26 août 1942, où sur 1010 Juifs qui devaient être appelés, d'après une information transmise à la préfecture de l'Hérault, sur 1010, uniquement 419 en lettres. Des gendarmes, des policiers français vont prévenir les Juifs de l'imminence du mort. Donc ça, c'est un exemple relativement intéressant concernant le fait que cela s'est un peu mieux passé qu'ailleurs, sans lecture apologétique des faits, sans interprétation apologétique de l'histoire, bien évidemment. Deuxième exemple, c'est évidemment le nombre important de justes parmi les nations. Nous avions tout à l'heure Georges Pascal, ici présent, un nombre conséquent de non-juifs qui ont tendu la main à leurs frères aînés ostracisés pour des raisons politiques, idéologiques, humanistes. Je tends la main à un être pourchassé, persécuté pour des raisons religieuses. Il y a eu des gens d'église à Montpellier qui ont protégé des juifs, des israélites, notamment le
père Paul Parguel de la paroisse Sainte-Bernadette, l'abbé Prévost, les sœurs dominicaines du monastère de Tourelle et beaucoup de protestants, bien évidemment, dans les Cévennes protectrices, dans l'arrière-pays, répondant à l'appel de leurs supérieurs. Mais voilà, des exemples qui montrent que peut-être cette tradition de tolérance, d'humanisme, a, malgré la noirceur de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, a quand même encore fonctionné. Au lendemain de la guerre, les communautés juives sont exsangues, squelettiques, elles ont été détruites pendant la Shoah. Rendez-vous compte, 6 millions de juifs ont été exterminés sur 9 millions. Elles vont être revivifiées, revigorées par un judaïsme séfarade maghrébin. Ici, c'est que surtout des juifs ashkénazes, en hébreu ça veut dire Allemagne, et par extension Europe de l'Est. L'arrivée des juifs séfarades du Maghreb, séfarades en hébreu de l'Espagne, a marqué que les juifs diasporiques portent le nom de deux peuples qui les ont le plus aimés et persécutés. Une histoire passionnelle, l'Espagne médiévale et l'Allemagne nazie contemporaine. Donc ici, nous aurons finalement un nouvel apport. L'acte 3 des Juifs à Montpellier en Languedoc. Le premier acte, c'est l'Espagne, c'est cette Occitania Iudaica, Provincia Iudaica, qui se clôture douloureusement par les expulsions. L'acte 2, c'est de la Révolution française à la Shoah, ça se clôture douloureusement, cette fois-ci par la Shoah. Et l'acte 3, histoire immédiate des Juifs d'Afrique du Nord qui viennent revivifier les communautés squelettiques en partie détruites par la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Ici, nous retrouvons les représentants du judaïsme, toujours dans les mêmes métiers, la médecine, le droit, le commerce. Un peu comme au Moyen-Âge, même si les formes des emplois ont évolué. Aujourd'hui, les Juifs à Montpellier, c'est 4-5 000, alors qu'au Moyen-Âge, c'était 10% de la population. Presque 10%, si on prend en compte la comptabilité chrétienne, qui les voyait jusqu'à 10-20 000 habitants, ou la comptabilité hébraïque, qui les voit un peu moins, environ 500 000. Si Montpellier est escalée aujourd'hui, elle le doit en grande partie à cet héritage judaïque, à cette arrivée de Juifs andalous pétris de sciences aristotéliciennes, de médecine arabe médiévale, de médecine judéo-arabe. Et ce sont ces rencontres judéo-chrétiennes autour du legs gréco-arabe, autour du savoir, qui ont boosté l'enseignement à Montpellier. Une ville universitaire, sa colonne vertébrale, c'est la faculté de médecine, et un peu plus haut dans le temps, c'est l'école de médecine. Et donc, si les Juifs n'ont pas pu enseigner à la faculté de médecine, et encore moins la fonder, ou professer, ou présider, en tout cas, c'est le fait qu'ils aient véhiculé des textes, c'était de fins polyglottes, c'était des philologues, des médecins, c'est cet apport juif qui a contribué au renom de la médecine, et plus tard au renom de l'université, et voilà, l'héritage effectivement dont jouit aujourd'hui la ville de la montagne, qui était appelée par les représentants de Moïse ici même, pour la période médiévale, Ir Ha'ar, la ville de la montagne, Ir HaKodesh, la ville sainte, Har Ga'ash, la montagne de l'agitation. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons déambuler pour finir cette matinée dans les différentes ruelles de ce quartier juif médiéval, fief seigneurial, c'est-à-dire rue des Escaliers, Castelbouton, Figuier, Vieille Intendance, Ratte, Palais des